fermez les yeux, inspirez profondément. Bienvenue dans mon oasis, mon spa mobile, mon espace de détente en plein cœur d'un van. Ici, chaque goutte, chaque fuite est une invitation au lâcher-prise. Pourquoi se contenter d'un simple évier quand on peut avoir une piscine aménagée? Et puis, que serait-ce une piscine sans une séance de plongée sous-marine? Certains appelleront ça une fuite, moi, j'appelle ça de l'ambition aquatique. Alors, laissez-vous porter. La vraie magie est de transformer chaque fuite en un instant de sérénité. Bon, la plomberie. Je sais pas par quoi commencer cette vidéo. Il y a plein de choses à dire. Je vais faire simple. Je vais commencer cette vidéo en vous rassurant. Ça fait 1 an que j'ai le van, ok? Ça fait 1 an que je flippe comme jamais en ce qui concerne la plomberie. Ça fait 1 an que je me fais un sang d'encre. Je me dis oh là là, la plomberie, ça va être l'enfer, ça va être hyper difficile, il y aura des fuites de partout, je sais pas quoi faire, je connais pas les raccords, les machins, les... Wow. Je suis partie en tourbillon de flip dans ma tête pendant 1 an sur la plomberie, alors que là, à l'heure actuelle, maintenant que je l'ai fait, c'était probablement le truc le plus simple de tout l'aménagement. Genre vraiment, enfin c'est un truc de ouf. Je me suis fait un sang d'encre pour un truc qui vraiment, au final, c'est bête et méchant. La partie qui prend forcément le plus de temps, c'est la partie réflexion, c'est sur le choix en fait d'achat de chaque élément, tu prends ci, est-ce que tu prends ça, tu dois un petit peu préparer on va dire ton schéma, ton circuit d'eau. Et ensuite une fois que tu arrives en fait sur le moment où tu branches tout, mais c'est d'une simplicité mais extrême. Donc mon objectif quand même dans cette vidéo, de la même manière que j'avais le même objectif avec l'électricité, c'est de vous rassurer et de vous dire non mais les gars, c'est possible et c'est faisable. Et en plus là pour le coup franchement c'est facile. Honnêtement c'est pas dur. Si vous êtes en flip là tout de suite, je vous promets que c'est pas dur. Je vous promets, ça le fait. Moi, à l'heure actuelle, le schéma, le circuit d'eau que j'ai, c'est un truc que j'ai complètement gribouillé, changé, etc. J'ai personnellement pas forcément besoin d'en faire un au propre parce que j'ai terminé. Mais je vais vous faire ce cadeau, je vais passer quelques heures à vous faire un circuit d'eau, un schéma vraiment propre, en essayant en tout cas de mettre tous les éléments que j'ai utilisés et avec tous les liens en fait de tout ce que j'ai acheté et où est-ce que je les ai achetés, histoire de vous faciliter un peu la tâche. Et comme ça en fait aussi vous allez pouvoir suivre cette vidéo avec ce schéma en fait en même temps. Pour commencer, on va parler des tuyaux. Quand tu arrives à la décision des tuyaux, tu fais face à un choix. Et ça, c'est un choix difficile et ça va vraiment impacter tout le reste de votre installation. Donc par rapport aux tuyaux, laissez-moi vous montrer. Il y a 2 styles de tuyaux. Il y a des tuyaux qu'on appelle sorte de rigides ou semi-rigides. Alors ils ont plusieurs noms et c'est vraiment galère parce que du coup je me suis beaucoup emmêlé les pinceaux au début, mais on les appelle des PER. On peut également les appeler des John Guest ou j'ai vu il y a les tuyaux SeaWorld. Donc en fait c'est des marques hein, mais bon c'est voilà, ce sont des tuyaux semi-rigides. Semi parce que bon ils peuvent quand même se tourner mais pas trop hein. Et puis il y a les tuyaux souples. Voilà, donc là pour le coup, on fait à peu près ce qu'on veut avec. Et il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Selon le choix que vous allez faire, vous allez utiliser des raccords différents, vous allez les brancher dans les... Enfin, tout sera différent. Tu peux utiliser les deux, tu peux utiliser qu'un seul, comme tu peux utiliser qu'un seul aussi. J'ai beaucoup galéré à choisir lequel est le mieux, pourquoi, comment, lequel on choisit, lequel est le plus étanche, lequel est le moins cher. Le moins cher, c'est ça. Ce qui coûte cher avec ces tuyaux, ce sont les raccords. Ce sont des raccords particuliers. Et parce que en fait, ils sont pas flexibles. Vous voyez bien, quand je le plie, ça me le casse. Ça le fait pas. Et donc, en fonction de là où tu veux faire passer ton tuyau, à chaque fois que tu veux tourner, il te faut un nouveau raccord. Et tous ces petits raccords,
Au final, ça s'accumule vite sur le compte en banque et c'est pas donné, hein, parce que je sais pas, à chaque raccord, on est sur 2-3 euros. Mais 2-3 euros, 2-3 euros, 2-3 euros, on est vite arrivé à une centaine d'euros. C'est vrai que mon choix, il est parti sur du tuyau souple, principalement pour un point de vue financier pour commencer, parce que c'est vrai que j'arrive à un stade de l'aménagement, il faut quand même que je fasse des efforts financiers, là j'ai plus trop de thunes. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je m'y connais beaucoup moins, sachant que c'est pas le choix que j'ai fait. Je vous renvoie à cette vidéo de I Am Phil où lui il a choisi ce choix-là. Et je pense que c'est un très bon choix, hein. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue facilité, t'es dans un van, forcément que tes tuyaux ils vont avoir besoin de monter, de descendre, de machin, d'aller dans différents endroits. Ça me paraissait tellement plus simple d'utiliser du tuyau souple pour faire ça. En gros, t'as pas plus simple. Tout ce que t'as à faire, c'est de prendre un collier de serrage, hop, tu mets là, tu mets ça à l'intérieur, comme ça, et tu viens serrer. Et c'est tout. Genre vraiment il n'y a pas plus simple. Et tu serres bien fort histoire que l'eau ne sorte pas. Mais moi je me suis fait un bail dans ma tête. Je me suis dit waouh, il va falloir mettre de la colle, il va falloir faire des trucs. Je sais pas ce que je me suis inventé. Mais vraiment c'est pas dur. Du coup pour les colliers de serrage, la première chose à faire c'est qu'il faut que tu achètes tout en inox, hein. C'est important, tu fais face à de l'eau, t'as pas envie que s'il y a des fuites ou j'en sais rien, que ton collier de serrage il se mette à rouiller, enfin bon. Donc inox. Alors du coup, maintenant qu'on sait que là on utilise du tuyau souple, en tout cas dans cette vidéo, maintenant il faut se poser la question de la taille des tuyaux. On les prend en quelle taille? Parce qu'il existe toutes sortes de tailles. Là par exemple j'ai un tuyau qui est beaucoup plus gros. Concernant le circuit d'eau, vraiment on parle vraiment de tout ce qui va à la pompe, au vase d'expansion, à ta douche, etc. Clairement on est sur du 12 ou sur du 10. Est-ce qu'on utilise du 10 ou est-ce qu'on utilise du 12? Honnêtement, ça revient au même. Parfois, tu as des pompes ou des vases d'expansion, ça sort en 12, parfois ça sort en 10. Donc personnellement, j'ai fini par acheter les deux tailles de tuyaux et comme ça, je suis tranquille au moment où je fais ma connexion. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant, c'est que tu peux mettre du 12 sur une sortie de 10. Ça veut simplement dire que ton collier de serrage va falloir le serrer bien fort, mais je l'ai fait là pour un truc parce que je pouvais pas faire autrement et franchement ça marche. Donc c'est possible, c'est pas idéal, mais tu peux mettre du 12 sur une sortie de 10. Et inversement, tu peux mettre du 10, un tuyau de 10 sur une sortie en 12. Alors tu verras que ça rentrera pas au début. Mais par contre, si tu plonges ton petit tuyau à l'intérieur de l'eau bouillante par exemple, ça va dilater un petit peu le truc et après tu arriveras à le rentrer. Et alors l'avantage avec ça, c'est que ton truc, tu peux être sûr qu'il va être bien serré quand il sera plus dilaté. Et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi d'éviter les fuites. Je trouve que c'est une petite technique, c'est pas la plus simple, mais ça se fait. Je l'ai fait et ça marche. Donc une question qui est important de se poser en fait avant même de commencer tout ton système de plomberie, c'est de savoir finalement où est-ce que tu veux avoir de l'eau, par quel élément est-ce que l'eau va sortir, de quoi est-ce que tu as besoin dans ton van. J'ai de l'eau pour ma douche, donc j'ai une sortie d'eau froide et une sortie d'eau chaude. J'ai de l'eau pour mon évier, avec une sortie d'eau froide et une sortie d'eau chaude. J'ai de l'eau ensuite par ma petite douchette extérieure. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo YouTube sur l'installation de cette douchette si jamais ça vous intéresse. Du coup, ça me fait 3 sorties d'eau, sachant que il y a une 4e sortie d'eau, mais ça je vous montrerai en fait, qui va en direction du chauffe-eau pour pouvoir chauffer l'eau et ensuite aller dans ces éléments. Sauf dans celui-là, j'ai décidé que la douchette extérieure elle avait pas vraiment besoin d'eau chaude. J'en vois pas du tout l'utilité. Mais grosso modo, voilà, posez-vous cette question, où est-ce que vous voulez avoir de l'eau? Et en fonction en fait du nombre d'éléments, et ben ça va plus ou moins vous décider sur la puissance de votre pompe. Plus votre pompe elle est puissante, plus elle envoie de litres par minute, et plus elle sera capable d'envoyer de l'eau assez loin, et en hauteur aussi, parce que c'est bête mais ça demande quand même une certaine puissance pour pouvoir mettre de l'eau en hauteur. Mais également, ça vous permettra d'utiliser certains éléments en même temps. Après, je trouve pas que ce soit forcément hyper nécessaire de le faire. Moi, ce qui m'importait surtout, c'était d'avoir un débit quand même
suffisamment important pour quand même pouvoir me laver les cheveux par exemple. C'est bête, mais pour enlever le shampoing il faut quand même un certain débit parce que sinon tu t'en sors pas. Mais en même temps tu veux pas faire l'erreur de partir sur un débit trop élevé, parce que si tu dépenses trop d'eau par minute, en termes d'autonomie d'eau t'es vite... Bon, après t'as le mitigeur tu peux ouvrir plus ou moins fort en fonction de l'eau qui sort, donc bon, tu peux après régler comme ça. Reprenons notre petit circuit là, notre petit schéma. Commençons par le début. Le début, c'est la cuve d'eau propre, ok? Ton eau, il faut que tu puisses la stocker. Moi, elle est là. Pour être honnête, je l'ai choisie trop vite. Je l'ai acheté vraiment en début d'aménagement et j'ai vite regretté mon choix. C'est par rapport à la coupelle de remplissage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des renforts très étranges sur le côté de mon fourgon qui m'empêchent d'installer ma coupelle de remplissage depuis l'extérieur. Et vraiment, j'aurais vraiment préféré pouvoir remplir l'eau depuis l'extérieur de mon fourgon. C'est tellement plus safe, tu vois. Genre, c'est bête, mais je vais être toute seule à remplir mon eau, donc j'aurai pas d'un côté quelqu'un pour tenir le tuyau, de l'autre quelqu'un pour allumer l'eau et remplir mon truc. Donc je sais pas pourquoi, mais je sens parfois la catastrophe arriver. Donc je vais faire en sorte d'essayer d'étanchéifier un maximum tout ça, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais être obligée de remplir ma cuve depuis l'intérieur du véhicule. Par chance, je peux le faire et c'est pas un problème pour l'homologation VASP. C'était vraiment ma peur. Pour le choix de votre cuve d'eau, bah en fait pareil, hein, le choix du litrage, ça va se faire en fonction de vos besoins. Personnellement, je compte vivre à l'année dans le van, j'avais envie quand même d'un litrage assez important. Il faut savoir une chose, c'est que au-delà de 100 litres, il me semble, tout ce que je vous dis, je le revérifie, hein. Si jamais je me trompe, je vais mettre des petits astérix, hein. Mais au-delà de 100 litres, ta cuve d'eau, elle doit avoir à l'intérieur ce qu'on appelle des brise-flots. Une sorte de séparation en fait à l'intérieur de ta cuve, qui fait que quand ton fourgon il est en mouvement, l'eau elle vient pas se frapper de tous les côtés. Ces brise-flots évitent, on va dire, ce gros mouvement et trop de... Parce que ça peut être dangereux d'avoir autant d'eau dans ton van qui fait tout bouger et après qui pourrait faire bouger ton véhicule en lui-même pendant que tu conduis. D'où l'importance des brise-flots. Mais cette obligation-là, elle n'est que pour les réservoirs qui font au-delà de 100 litres. Moi, j'ai un réservoir qui en fait 90. J'aimais bien l'idée que mon réservoir il vienne se positionner au-dessus du passage de roue. Je trouvais qu'en termes de place, etc., c'était pas mal. Ça me laissait plus d'espace en fait ici au niveau du coffre, on va dire. Donc, il y a une norme importante, c'est selon le litrage que vous allez choisir pour votre cuve d'eau. Ça va déterminer plus ou moins le litrage obligatoire que vous allez devoir prendre pour la cuve d'eau grise. C'est-à-dire qu'en fait, votre cuve d'eau grise, son litrage, sa contenance, elle doit être minimum, ça doit être la moitié, minimum la moitié de votre cuve d'eau propre. C'est-à-dire que là, j'ai un réservoir d'eau propre de 90 litres. Je suis obligée d'avoir une cuve d'eau grise de minimum 45 litres. Voilà, elle peut pas être moins que ça, sinon c'est pas homologable, je peux pas passer le VASP. Donc ça c'est un choix important quand même, parce que si vous prenez une cuve d'eau propre qui est trop grande, trop volumineuse, et que vous n'avez pas forcément la place sous le fourgon ou j'en sais rien, bah tu vois, ça va poser problème. Et puis une autre chose, c'est le poids. Plus ton litrage est conséquent en termes d'eau propre et plus ça va te prendre beaucoup de poids dans le van. Et forcément le poids c'est un sujet sensible, surtout quand on aménage, c'est vraiment le truc auquel il faut faire le plus attention possible. Donc voilà, je voulais pas un truc non plus qui soit trop conséquent, je vis quand même toute seule, 90 litres. Je suis pas encore exactement sûre combien de temps ça va me durer, j'ai bon espoir que ça me durera au moins 4-5 jours, j'espère. On verra. Et puis forcément, tout ce qui concerne tes cuves, ta cuve d'eau propre, tes tuyaux, etc., il faut absolument que ce soit de qualité alimentaire. Voilà, c'est hyper important. Une autre chose importante, c'est que les cuves, elles doivent être visitables. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir, en fait, des trappes de visite. Alors, je vous montre une trappe de visite, tout simplement. Donc là, pour le coup, j'en ai même deux. C'est ça, c'est ce petit truc là qui se visse et qui se dévisse pour pouvoir en fait venir nettoyer la cuve d'eau
si nécessaire. Et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est une notion importante dans le sens où en fait, si vous faites faire votre réservoir sur mesure, eh ben, c'est un truc à pas oublier. Il faut absolument qu'il y ait des trappes de visite. Voilà, pour le VASP. Une autre norme importante, c'est qu'il faut pouvoir la vidanger, votre cuve d'eau grise. Alors ça, c'est évident, tu peux pouvoir vidanger la cuve d'eau grise, sinon t'es dans la merde. Mais également la cuve d'eau propre. Et ça, forcément, on l'oublie, tu vois, parfois. Mais c'est important de pouvoir la vider. Et du coup, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous montrer. Alors, l'avantage, en fait, de cette cuve Chantal, c'est qu'elle a une sorte de petite tétine, comme ça, qui va vers le bas. Et en fait, donc, je l'ai choisie également là, parce que je pouvais faire un petit trou. Donc, la tétine, elle sort sous le plancher. Du coup, laissez-moi vous montrer en dessous du véhicule. Donc là, ce qui se passe, c'est que ma petite tétine, elle sort là par en dessous. Et je suis venue mettre ce gros tuyau souple, pareil, que j'ai serré avec un collier de serrage, hein, tout simple. Et ensuite, que je suis venue comme ça sur le côté, mettre une grosse vanne en fait. Donc pareil, là, j'ai un collier de serrage à l'entrée. Et ensuite, une petite sortie, bam, comme ça. Et donc là, quand je tourne, alors je sais plus dans quel sens, comme ça, je crois. Voilà, là je vidange ma cuve d'eau propre, donc je peux le faire plus fort, hein. Voilà. Donc là franchement je suis vraiment sur une installation hyper méga simple, hein. Ce qui me permet de le faire tenir pour le coup c'est des c'est des zips là, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, bon, pour l'instant ça fait l'affaire. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est, je me suis dit, si jamais il y a des petits voyous qui veulent m'embêter, ils peuvent facilement me vider mon eau s'ils voulaient. Parlons de la pompe déjà, parce qu'en fait la pompe, c'est un peu c'est le cœur. C'est le cœur de tout votre système d'eau. Un peu comme d'ailleurs le cœur de l'être humain qui pompe le sang dans tout votre corps. Bah là c'est pareil. C'est le cœur de votre circuit d'eau. Donc c'est un petit peu l'élément, on va dire, probablement le plus important de tout votre circuit. Et donc l'élément aussi où le choix va être important. Des pompes, il en existe des tonnes. C'est quand même sur le marché, il en existe quand même pas mal. Donc c'est vrai que j'ai passé moi personnellement un petit moment à regarder toutes les pompes qui existaient, ou en tout cas le maximum que je pouvais. Et moi les différentes choses que je regardais forcément c'est le litrage par minute, donc la puissance en fait de la pompe, à quel point elle va envoyer de l'eau. Il y a des pompes qui sont automatiques. Et alors là, ça c'est plutôt pratique. C'est-à-dire qu'en fait, la pompe elle se déclenche automatiquement au moment où tu allumes ton mitigeur. Donc en fait elle arrive à savoir que d'un seul coup il y a la pression qui change à l'intérieur de tes tuyaux et envoie de l'eau. Et quand tu fermes, elle s'éteint. Et ça c'est super. C'est hyper pratique. Celle-là, en fait, ce qui m'a plu avec cette pompe, c'est que elle était munie déjà d'un pré-filtre. Parce qu'une chose hyper importante, c'est qu'il faut absolument mettre un pré-filtre avant ta pompe. Parce que, imaginons, tu as des particules de microplastique ou n'importe quoi, des trucs qui sont pas supposés être dans ta cuve. Tu as pas envie que ça rentre à l'intérieur de la pompe, ça pourrait l'abîmer. Donc c'est hyper important de mettre un petit pré-filtre avant la pompe pour pouvoir la protéger. Et il y a une autre chose hyper intéressante avec cette pompe, c'est qu'il y a à l'intérieur également déjà un clapet anti-retour. Donc un clapet anti-retour, en fait, clairement de ce que j'ai compris, c'est que l'eau peut aller dans un sens, mais elle peut pas aller dans l'autre. C'est un clapet qui empêche le retour de l'eau. Donc moi j'aimais bien le fait qu'il y ait déjà ça intégré. En fait je partais du principe que le moins de choses que j'avais à installer, le moins de raccords à faire, donc le moins de fuites possible, enfin tout. Une pompe avec déjà un pré-filtre, un clapet anti-retour intégré et qui est automatique, personnellement ça me paraissait quand même plutôt pratique. Du coup c'est ce que j'ai fait. Alors voilà. Après la pompe, il y a ce qu'on appelle un vase d'expansion. Alors le vase d'expansion, c'est un peu la deuxième chose hyper importante de ton circuit d'eau. Ta pompe, en fait, elle t'envoie de l'eau comme ça. Donc ton eau, quand tu ouvres ton robinet, t'as pas envie d'avoir des jets d'eau en mode un jet d'eau, un jet d'eau, un jet d'eau. Non, tu veux que ce soit bien, tu veux que ce soit fluide, tu vois. Et ça, c'est le rôle du vase d'expansion. Donc ton vase d'expansion va rendre en fait ton débit d'eau fluide, bien, utilisable quoi. Parce que t'imagines, t'es à la douche et galère quoi. Donc bon, voilà.
Donc ça c'est vraiment un élément hyper important et j'avais lu, je sais plus exactement pourquoi, mais j'avais lu que c'était très important de placer les deux le plus proche l'un de l'autre. Donc en fait juste après ta pompe vient forcément ton vase d'expansion. Donc ça c'est vraiment le début, il est très simple. En fait tu as l'eau qui sort de ton réservoir qui va en direction de ta pompe. Donc juste avant en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai installé une vanne. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai installé une vanne avant la pompe et après le vase d'expansion. Donc en fait les deux comme ça je peux vraiment les... Mais en fait l'avantage de mettre des vannes par-ci par-là, et de toute façon quand vous allez faire votre circuit d'eau, vous allez vite vous rendre compte qu'à certains endroits c'est nécessaire de mettre des vannes, c'est même juste pour éviter des catastrophes. Si jamais ça commence à partir en cacahuète, bah, tu mets la vanne, comme ça t'es tranquille, tu évites les inondations dans ton van. Ok. Bon, ce qui s'est passé pour moi en tout cas, c'est que parce que j'avais un réservoir d'eau propre qui était en mode à la verticale, et ben j'étais un peu embêtée parce que j'étais en mode bah mince, où est-ce que je vais venir fixer tout mon petit système. Je suis venue fixer mes barres de lit, donc c'est les barres Ikea définitivement, et en fait je m'en suis servie pour créer une structure en fait donc qui est vraiment attachée aux barres Ikea. Et donc comme ça je suis venue accrocher tout mon système d'eau à ces planches de contreplaqué elles-mêmes fixées au bar Ikea. Voilà, c'était un petit peu mon idée. Je suis assez satisfaite et contente du rendu et de la manière dont ça fonctionne. Je trouve ça pas mal du tout. Ok, donc commençons vraiment par le début du début. Donc je vous ai déjà présenté la vidange en dessous. Donc maintenant on va être à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc là vous voyez il se passe quand même pas mal de petites choses. Ce qui se passe c'est que déjà il faut que tu fasses un trou. Ton premier trou c'est pour faire sortir de l'eau, pour que ça aille dans la pompe, ok? Donc ce qui se passe, et c'est vraiment un avantage avec cette pompe, et ça je l'ai découvert grâce à la vidéo de Jonathan de Van Life France. Je ne savais pas du tout, mais alors c'est formidable, je suis trop contente. Lui ce qu'il a fait c'est qu'au lieu de faire un trou logiquement en dessous de là comme ça en bas, parce que tu sais par rapport à la gravité tu te dis voilà je vais faire un trou en bas pour que l'eau elle puisse venir jusqu'à la pompe, mais en fait c'est pas nécessaire, en tout cas pas avec cette pompe. Ce que tu peux simplement faire c'est faire un trou depuis le dessus, ce qui est vraiment une bonne idée parce que tu vois si jamais ton raccord il fuit un jour, et ben ce sera beaucoup moins un problème parce que t'imagines tu fais le trou en bas et ça fuit, et dans ce cas t'as toute ton eau qui fuit, genre c'est l'inondation assurée. Franchement moi pouvoir faire ça me rassure un max. Évidemment ce qui se passe en dessous ici c'est que grosso modo j'ai un tuyau, donc le tuyau il est long de sorte à ce qu'il aille jusqu'au fond de la cuve, et juste avant ce tuyau j'ai fait exactement comme Jonathan de Van Life France et je trouvais que c'était une super idée. Lui il a ajouté ce petit truc, alors il appelle ça une crépine, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une sorte de pré-filtre. Alors c'est bête hein, mais en fait ce que je me suis aperçue c'est qu'en faisant des trous forcément j'ai un peu des particules de plastique qui se sont retrouvées tombées là-dedans, et j'étais un peu inquiète. Alors certes j'ai un pré-filtre ici, mais pour être méga sûre, sachant que ça coûtait rien de le faire, j'ai ajouté cette petite crépine qui me permet en fait de vraiment être sûre que j'ai pas de gros morceaux de quoi que ce soit qui rentre à l'intérieur des tuyaux, donc je trouve ça pas mal de le faire. Donc ça c'est le premier trou que j'ai fait, récupération de l'eau. Deuxième trou, c'est ça. Alors ça c'est pour l'air. Alors c'est bête hein. Moi je savais pas forcément, je l'avais pas vraiment réalisé avant de commencer toutes mes recherches sur la plomberie. Mais en fait l'air ça prend une certaine place, et donc ta cuve d'eau elle est remplie d'air au début. Et puis plus tu la remplis d'eau, et plus cet air qui est à l'intérieur et qui prend de l'espace, elle doit sortir. Et ça, cet air, il va sortir justement par ce petit évent. Donc j'ai installé exactement le même raccord ici, avec l'air qui va sortir ici et qui va aller à la coupelle de remplissage. Donc ce qui se passe ici avec ma coupelle de remplissage, c'est que j'ai un trou pour aller à l'intérieur là pour faire remplir l'eau. Et j'ai celui-là qui va venir se positionner ici à l'intérieur. Ok, donc là on a l'explication des deux trous. Là on a ce trou là qui pour le coup moi est déjà fait hein. Alors peut-être que certains d'entre vous auront besoin de faire un trou supplémentaire du coup forcément pour mettre de l'eau à l'intérieur hein. Donc ça aussi c'est un trou important.
Ensuite, ça, c'est quand même très pratique et je suis assez contente avec. C'est le... J'ai installé en fait la jauge à eau. Donc en fait là on voit avec le petit flotteur qui me permet de savoir où est-ce que j'en suis au niveau de l'eau. Que j'ai installé des petits wagos là, hop hop hop, qui vient ensuite me dire où est-ce que j'en suis par ici. Ça c'est une petite nouveauté d'ailleurs que j'ai installée il n'y a pas très longtemps. Je suis assez contente avec et donc là on voit combien d'eau est-ce que j'ai dans ma cuve. Alors forcément elle a, parce qu'elle a une forme un peu bizarre, va falloir que je prenne en compte le fait que quand elle me dit qu'elle a la moitié, c'est pas exactement la moitié. Va falloir que je me fasse un petit système là pour savoir en fait ce que ça veut dire exactement la moitié. Parce que forcément j'ai une cuve qui est pas rectangulaire. Pareil, j'ai la cuve d'eau grise, qui d'ailleurs est là pour l'instant parce que évidemment je l'ai pas encore installée. Donc ici, si je bouge ça comme ça, on voit que ça me le bouge ici aussi, donc ça fonctionne bien. Bon, du coup, j'utilise des petites vis en inox autoforantes que je viens mettre comme ça. Voilà, je me prends pas trop la tête. Bon là tu sens que c'est solide, ça bouge pas. Et puis normalement avec le joint du coup qui venait avec le paquet, bah c'est étanche. Donc là j'ai fait 2 trous que maintenant je vais venir placer ces petits trucs dedans. Et avant ça, alors il y en a un que je vais couper le bout là. L'avantage de couper le bout, c'est que vu que c'est que pour les vents d'air, j'ai besoin de pouvoir prendre que l'air s'échappe ou rentre depuis vraiment le rebord de la cuve. Faut pas qu'il y ait de l'eau quoi qui soit. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est clair dans ma tête. Donc, comme vous voyez, il y a un petit joint en fait à ce niveau-là qui vient à l'intérieur. Alors moi j'ai fait une erreur en faisant ce trou, c'est que je l'ai fait un peu trop près du rebord. Si jamais vous en faites bien au milieu, parce qu'en fait ce que j'ai pas pris en compte c'est la largeur de ce truc là. Et donc quand je le mets, ça se met pas parfaitement droit. C'est pas parfaitement à plat en dessous. Ce qui veut dire que mon joint il va pas fonctionner correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais venir en rajouter un autre de joint par dessus en plus. Ok, alors du coup tu as l'eau qui sort de ta petite cuve, qui va à la vanne qui est juste ici, donc là elle est ouverte, donc voilà, qui va ensuite à ton petit pré-filtre, ok, qui va ensuite à ta pompe. Donc tu as ma pompe là qui en l'occurrence a déjà un clapet anti-retour, sinon le clapet anti-retour je serais venue le placer juste après la pompe. Ensuite, du coup après on arrive dans le vase d'expansion. Ensuite du coup ça ressort par ici. Donc là j'ai une vanne, donc comme j'ai dit j'ai une vanne à l'entrée, une vanne à la sortie. Et ensuite c'est là où en fait j'ai cette nourrice que j'ai achetée. Donc vraiment en plus pour le coup je ne l'ai pas acheté cher. Qui part dans 4 directions. Très pratique. Et alors là c'était un peu la galère parce que en gros c'est pas la galère non plus, mais disons que là j'ai une sortie en 10 et c'est un tuyau de 12. Donc autant vous dire que ce collier de serrage il serre bien fort, mais ça fonctionne, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc j'ai mis des petites étiquettes pour savoir vers où va quoi. Donc la première, très très simple, donc à chaque fois j'ai mis une petite vanne à la sortie de chaque chose, comme ça je peux vraiment décider si je veux. La première va jusqu'à la douchette extérieure, juste ici. Donc tout ça c'est de l'eau froide. Ensuite, celui-là, la deuxième ici, va jusqu'au chauffe-eau, pour ensuite ressortir en eau chaude, ok.
Ensuite j'ai une quatrième ici, donc ça c'est pour la douche. Donc là on voit ça repart par là, pop, 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 pop. Ça va aller dans le meuble lisier qui va ensuite remonter juste ici au niveau du mitigeur de douche. Donc pour l'eau froide. Et dernière sortie d'eau froide ici, ça va être pour l'évier. Donc pour l'instant l'évier n'est pas encore mis en place. Et du coup là cette petite nourrice que j'ai achetée en fait est vraiment, pour le coup, je vous mettrai le lien parce que je l'ai pas du tout acheté cher sur H2R. Tu mets le tuyau et après tu viens serrer avec ça et ça vient genre en compression entre guillemets, je sais pas trop comment expliquer. Et donc là c'est complètement étanche, j'ai pas du tout eu de fuite. C'est cool parce que du coup tu utilises pas de collier de serrage, enfin voilà, bon. Et c'est plutôt pratique parce que tu peux le tourner en fait dans le sens que tu veux. Mais du coup tu vois ça, quand je l'ai acheté, bah ils le vendent que en 10, en sortie de 10, alors que j'avais commencé tout mon système en 12. Donc d'où le fait que là j'ai mis un 12 sur du 10, mais c'est aussi pour ça en fait que j'ai tout ensuite le reste de mon système qui part en 10 mm. Mais pour le prix que c'est, pour la facilité de pose, etc., ça valait vraiment la peine. Ok, alors du coup ensuite pour couper le tuyau, en gros normalement tu es censé avoir un... Enfin j'ai vu, il existe des sortes de coupe tuyaux en fait, fait pour. Moi j'ai pris un sécateur de jardin et j'ai essayé, je trouve que ça marche pas trop mal. Voilà. Et franchement ça fait une coupe... C'est quand même vachement net quoi. De souvenir, la pompe, celle-là en tout cas, je pense que tu peux la mettre dans le sens que tu veux. Maintenant, j'ai l'impression quand même que logiquement, elle se met avec la tétine en haut. Pour une installation verticale, il est préférable que le moteur soit au-dessus de la partie hydraulique. Donc comme ça. En fait, je pense que c'est parce que si jamais il y a des fuites, eh ben, au moins l'eau, elle va vers le bas, elle va pas en direction du moteur. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez logique. Voilà. Bon, on l'installe. Faut que je fasse gaffe à la longueur de mes vis. Parce que bon, là en haut ça va, mais en bas j'ai la cuve. Donc t'imagines, j'ai une vis trop longue et je perce dans la cuve. On évite. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on voit en fait que il y a une sorte de caoutchouc. Je pense que c'est pour les vibrations, c'est pour éviter que ça secoue de trop sur le truc. C'est plutôt bien fait. Merde, j'oublie toujours de mettre le collier de serrage. Ça va pas. Est-ce que vous voulez un café? Ah bah c'est pas de refus. Ouais, je veux bien, ouais, c'est changeant. Vous l'aimez comment? Serré, noir. Ok, moment fatal. Alors là je vais filmer parce que je vais avoir très peu en fait de moments où je vais utiliser cette technique, c'est-à-dire de visser en fait un embout comme ça en téflon dans quelque chose. Là pour le coup ça va être dans ma petite douchette extérieure. Donc en gros j'ai ce petit embout là, j'ai trouvé ça, je vais venir visser ça là-dedans et ensuite je vais venir mettre un tuyau par dessus avec un collier de serrage. Pour le visser là-dedans,
ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser du téflon. Le téflon, en fait, comment ça marche? Je vous montre. Le but, c'est de venir faire des tours. Alors, ça va être très compliqué de me filmer et de le faire en même temps. Voilà, donc grosso modo, le but, c'est de venir faire des tours comme ça. Je me souviens d'avoir lu qu'en fait, c'est pas mal d'arriver à un stade où on voit quasiment plus les petites bosses, là, les petites rainures. Ensuite, hop là, on enlève. J'aurais dû le couper au ciseau plutôt que de le faire à la main. Et ensuite, je vais venir l'insérer là-dedans. Comme ça. Ensuite, évidemment, là, la main, je peux plus, donc il va falloir que j'utilise des outils. C'est bien de serrer, mais tu veux pas serrer comme un bourrin, pas trop fort, parce qu'en fait, après, tu vas l'abîmer, le téflon, et ça fonctionnera plus. Si jamais tu l'enlèves, pour X ou Y raison, c'est important d'enlever le téflon et d'en refaire un nouveau, parce que sinon, ce sera plus étanche. Bon, je pense que c'est l'heure de tenter le coup. C'est littéralement la première fois que je vais utiliser la douchette. Donc déjà on va voir si ça fonctionne bien ici. Voilà, ça fonctionne super bien. J'entends la pompe qui marche. On est sur un jet assez mollo, hein. Mollo lastico, le petit jet. Donc le plus important bien sûr c'est de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ici. Ici. J'ai l'impression qu'on est bon, hein. On est bon. C'est incroyable. Ensuite, donc pour en revenir au chauffe-eau, si vous avez regardé ma vidéo sur l'installation du chauffage, vous savez que le choix de chauffe-eau que j'ai fait, c'est le Poodman, celui-là, voilà. Le Poodman, il fonctionne grâce à l'autotherme, grâce à mon chauffage. Et grâce à l'électricité. Je me suis très peu pris en vidéo en fait lors de ce que je l'ai installé. Mais en fait c'est très simple, j'ai rajouté une deuxième planche là et je suis venue créer un support, voilà, avec des équerres tout simplement. Donc j'ai ce petit support en fait qui vient par-dessus l'autotherme, hein. J'ai mon chauffage qui est juste en dessous ici. J'ai une belle vidéo YouTube sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez voir comment j'ai installé mon chauffage qui fonctionne au diesel. Et donc mon chauffage est juste en dessous, mon chauffe-eau est juste au-dessus. J'ai l'air chaud qui sort par ce petit clapet. Donc en fait ce petit clapet, alors je l'ai installé en fait, j'ai un truc spécial qui vient jusqu'ici. Et quand je tourne ça, ça me tourne ça. Donc c'est super cool. Ça veut dire qu'en gros je peux choisir soit de chauffer l'habitacle, soit que l'air chaud aille en direction de mon chauffe-eau, ou de le mettre au milieu et de faire les deux en même temps. Du coup, j'ai l'air chaud qui passe par ce truc là et qui va dans mon chauffe-eau. Donc l'air chaud en fait ressort ensuite par là, donc il passe en fait à travers le chauffe-eau pour chauffer l'eau, qui ressort par là. Et en fait à la base, j'avais prévu ensuite de faire partir l'air chaud restant à l'extérieur du véhicule. En tout cas, dans la vidéo sur l'installation de l'autotherme, c'est ce que j'explique, que cet air chaud qui sort du Poodman, je vais le faire sortir par l'extérieur en faisant un trou dans le plancher, etc. Je suis en train de changer d'avis sur ce sujet. Je suis en train de me dire qu'en fait cet air chaud, je vais le garder à l'intérieur. Quand il fera vraiment beau, et qu'il fera chaud, que ce sera l'été, il y aura beaucoup de soleil, etc., je vais chauffer mon eau grâce à l'électricité. Je serai autonome, donc à ce moment-là, j'utiliserai l'électricité. Tandis que tu vois, les moments où je vais vraiment l'utiliser en mode au diesel, ce sera plus en l'hiver ou la mi-saison. Et là, je pense vraiment pas que ce soit un problème que cet air chaud reste à l'intérieur du van. Même si c'était un problème, au pire, j'ouvre les fenêtres, quoi, c'est pas grave. L'installation du Poodman, il n'y a rien de plus simple, hein. Vraiment, j'ai juste connecté, grâce à ces petits tuyaux que tu achètes sur le site d'Autotherme, tu connectes l'entrée et puis la sortie, basta cosy. Et après, au niveau du câblage, très facile. Donc tu as le fil qui sort, ça c'est le fil vraiment du chauffe-eau qui sort, et ensuite ça fonctionne comme tout le reste. Tu rajoutes un interrupteur, et puis c'est tout, quoi. Tu le branches à... Alors pour le coup, je l'ai branché à mon porte-fusible. La seule chose à savoir,
c'est que les fils, il a fallu que je m'achète du 6 mm. Alors ça c'est un fil rouge, il me restait que du noir, mais c'est en fait un fil rouge qui part ici à ce petit interrupteur. Donc quand il est allumé, ça allume en fait l'eau en mode électricité. Très important par contre de l'interrupteur, que ce soit un interrupteur qui puisse supporter du 16 ampères. Parce que le chauffe-eau en électricité, ça utilise 200 watts, donc 16 ampères. Sinon, tu vas tout faire péter. Et ensuite, pour le fusible, j'ai mis un fusible de 20 ampères. Voilà. Et franchement, c'est tout aussi simple que ça. Mais c'est... voilà. Et donc là, la dernière chose en fait que je vous ai pas présenté, c'est ça. C'est un pré-mélangeur en fait. Ce qui se passe, c'est que l'eau qui sort du Poudman, il peut sortir jusqu'à 80 degrés. 80 degrés, c'est énorme. Donc l'idée en fait, c'est de venir dès la sortie, donc le tuyau rouge là, de pré-mélanger un petit peu avec du froid pour protéger mes tuyaux, mon système déjà de tuyaux, mais également simplement pour que quand j'allume mon mitigeur, j'ai pas le risque d'avoir 80 degrés d'eau qui sort du mitigeur et qui pourrait gravement me brûler. Ça, c'est la théorie. Bon, ce qui se passe, c'est que je trouve personnellement qu'il y a trop de pertes calorifiques et que ça me pose un problème. Ce pré-mélangeur, je suis en train de changer d'avis et je suis en train de me dire que je vais laisser tomber, que je vais l'enlever, que je vais remplacer mon petit tuyau rouge là par un tuyau capable de supporter, parce que lui il peut supporter jusqu'à 60 degrés. Donc je pense que je vais l'échanger pour des tuyaux qui peuvent supporter une plus haute température et que je vais laisser tomber le pré-mélangeur parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, pour le coup, le pré-mélangeur, je vais l'enlever. Sans l'utilisation du pré-mélangeur, le mitigeur, il fonctionne très bien. Hein, donc, en fait, c'est ça, hein, c'est une sorte de pré-mitigeur pour le mitigeur. Enfin. Je suis hyper contente parce que j'ai enfin reçu ces petits trucs là. Ça s'appelle un raccord femelle. Et il me fallait un raccord femelle d'une certaine taille pour en fait pouvoir le raccorder ici au truc de la douche. Parce qu'en fait moi ma platine de douche il te donne avec ces raccords là, c'est des raccords pour des tuyaux en PER. Du coup moi il fallait que je change mes petits raccords, sauf que des petits trucs comme ça, en tout cas de cette taille, ça n'existe pas dans le commerce. Donc j'ai réussi à en trouver sur Amazon, je suis assez contente, je mettrai le lien en description. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il me faut un joint. Alors, en gros, il y a différents types de joints. Il y a les joints en caoutchouc, comme ça, et il y a les joints en fibre. Je suis un peu renseignée sur la différence, pourquoi utiliser l'un, pourquoi utiliser l'autre. Grosso modo, ce que j'ai compris, c'est que les joints en fibre, ils sont bien pour... ça bouge moins dans le temps, et c'est bien pour tout ce qui est eau chaude. Tandis que les joints en caoutchouc, c'est moins bien pour l'eau chaude. Mais c'est très bien pour tout le reste. Voilà. Je revérifierai mes propos là, mais je pense que c'est grosso modo c'est ça. Du coup bah je vais mettre un joint en fibre pour l'eau chaude et un joint en caoutchouc pour l'eau froide. Parfait, c'est parfaitement la bonne taille, vous voyez. Donc en fait je mets ça, hop, et je le mets comme ça à l'intérieur. Et de la même manière qu'en fait tout autour ici je vais mettre du téflon. Comme ça je suis tranquille au niveau de l'étanchéité. J'avais rien posé de manière définitive. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, ce sera plus simple. Je suis pas encore hyper douée, hein. J'ai pas forcément complètement pris la main. Ah, bah voilà. Super, on adore. Là, il y a un moustique là. J'en ai ras le bol des moustiques. Genre, on est fin octobre et on se tape des moustiques encore insupportables. À chaque fois, j'arrache le... Il y a un moustique dans mon truc qui me saoule. C'est un truc de ouf, ça. Fais-moi la paix. C'est possible. Juste là, là. Allez, tu sors de mon van. Il y a plein de gens qui t'auraient déjà tué depuis longtemps, toi. Tu te rends pas compte que t'as de la chance d'être avec une végétarienne. C'est quand même des petits bâtards. Hein. Alors,
Moi je tiens à préciser hein, que tout ce que je vous raconte là, c'est des trucs que j'ai appris moi-même là en regardant les tutos YouTube. Hein. Je suis comme vous. Hein. Moi j'y connais rien à la base. Hein. Donc franchement, si je vous dis des conneries parfois, mais je vous en prie, dites-le en commentaire, gentiment. Mais partez vraiment du principe que moi là ce que je vous dis, je suis pas une professionnelle, pas du tout. J'apprends en même temps que je fais. En fait j'expérimente, je me filme, je vous dis comment je fais, puis si ça marche, tant mieux et du coup vous pourrez faire pareil, mais alors et si ça marche pas, et ben tant mieux pour vous, comme ça vous le ferez pas. C'est plus ça le délire. Je vais faire un premier test. Bon, mon téléphone s'est éteint vraiment au mauvais moment, c'est dommage. Mais ça va, j'ai allumé la pompe, là-bas ça fuit pas. Par contre là, ça fuit vraiment sur le côté. Ce qui me laisserait sous-entendre en fait. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai rajouté des petits joints aussi à l'intérieur de ce truc. Donc là, je l'ai en mode fermé. Ce qui se passe là, c'est que la pompe, elle marche. En fait, elle va arrêter de fonctionner tant qu'il n'y a plus d'eau qui rentre. C'est-à-dire que là, c'est probablement en train de remplir mon chauffe-eau. Et au moment où ça va s'arrêter, il n'y aura plus rien. Ça veut dire que mon chauffe-eau, il sera rempli. Et que tout sera en pression, genre rempli d'eau. Là, ça s'est arrêté. Et ça ne fuit pas. Donc, comme quoi, c'était ça la solution. Il fallait simplement venir mettre des petits joints à l'intérieur. Si j'allume ça... Là ça bug mais je crois que c'est parce que qu'il y a de l'air. Voilà. Il faut que l'air elle sorte. Parfois il y a des bulles d'air. Ah putain, bon ça fuit pas. Il n'y a plus un qui fuit là. C'est génial. Ce qui m'inquiète, c'est qu'une fois en hauteur, oh, j'en fais partout. Le problème c'est que j'ai pas encore d'évacuation d'eau donc je peux pas non plus me permettre. Mais ça va le faire. Ok, c'est bon, ça marche. J'ai allumé l'électricité pour l'eau. Pour l'instant, je trouve que sur l'électricité, on n'est pas sur quelque chose de hyper chaud. Enfin, on est quelque chose de chaud, mais je m'attendais à ce que ce soit brûlant, tu vois. À voir comment ça va fonctionner au chauffage. Peut-être que le chauffage chauffera l'eau de manière bien plus conséquente. Je suis un petit peu déçue, c'est que là, clairement, par rapport à l'eau que je viens d'utiliser, ça me paraît très très peu pour prendre sa douche. Mais là, tout de suite, en tout cas sur l'électricité, je suis pas hyper méga impressionnée. Nous sommes le lendemain. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner en fait mon chauffage pendant 1h30. Du coup, là, normalement, c'est bon, il reste 1 minute. Là, c'est très chaud là. Oh, c'est hyper chaud. C'est brûlant. Oula, je vois une fuite. Oh putain. Ok, vous voyez ce que je vois là? Oulala, là là, ça vient d'où cette histoire? Oh, il y a de l'eau là. Pourquoi l'eau sort par en dessous? Pourquoi? J'arrive pas à comprendre d'où vient l'eau. Alors je sais que j'avais vu des vidéos comme quoi parfois il pouvait y avoir de l'eau qui sortait là de ce petit truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le raccorder à un tuyau pour le faire passer sous le plancher. Ce qui n'est pas un problème parce que j'ai une place normalement juste ici pour faire un petit trou. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, j'aurais dû faire ça avant. Parce que clairement, je me facilite pas la tâche maintenant que tout est installé.
Allons voir en dessous ce qui se passe maintenant. Bon bah parfait, c'est très bien là. Allez, je fais un chouïa sur le côté mais c'est pas très grave. Maintenant on va mettre de l'anti-rouille et puis là il y a un petit tuyau qui passera facile. Et basta hein. Ce que j'ai compris ce que c'était là, la petite molette rouge là, c'est qu'en fait c'est une vanne qui permet de vidanger ton Poodman, ton chauffe-eau. C'est hyper important de pouvoir vidanger le chauffe-eau, ça c'est Mathis Mathis et Roro qui me l'a expliqué. Simplement quand, imaginons, tu pars pour un certain temps et tu es dans un endroit où l'eau pourrait geler. Si l'eau elle gèle à l'intérieur de ton Poodman qui est rempli d'eau, forcément tu vas le faire péter, ton Poodman. Ce qu'on ne veut pas et qu'il n'est pas pris en charge par la garantie. Donc on évite. Et c'est normal effectivement qu'il goûte un petit peu. C'est pas, j'ai vu dans la vidéo de Van Vadrouille, son chauffe-eau fait la même chose, ça goûte un peu. Donc de pouvoir simplement faire passer ce tuyau sous le plancher, c'est plutôt une bonne idée. Et puis j'ai l'eau chaude, le tuyau de l'eau chaude en fait, à un moment donné il faut que je le coupe, il faut que je le sépare en deux pour que j'ai de l'eau chaude qui aille à mon robinet d'évier et qui aille à ma douche. Et ensuite pour finir, alors tout ce qui concerne l'eau grise, donc toute l'eau en fait qui une fois sera sortie de ton évier ou sera descendue dans ton bac de douche, va ensuite aller dans le réservoir d'eau grise, que là en l'occurrence je vous ferai une autre vidéo sur le sujet parce que ça va être tout un dilemme pour pouvoir l'installer sous mon véhicule. J'y suis pas encore, donc on fera ça une autre fois. Ah oui, mais oui, bien sûr que j'oublie un truc primordial de vous dire. Et là vous vous dites, non mais Nina, c'est l'eau potable. Ce qui se passe, c'est que l'eau qu'il y a dans votre cuve, elle n'est pas forcément hyper méga bonne à boire. Si c'est une eau, tu vois, que tu as laissée pendant quelques jours, ça stagne, ça risque de prendre des petites particules, de microplastiques ou j'en sais rien. Même avec la chaleur, ça va créer un peu des bactéries, des trucs pas hyper cool, tu vois. Donc t'as pas forcément envie de boire directement l'eau qui sort de ta cuve, c'est pas forcément hyper recommandé. Ça devrait passer par un système de filtration ou d'une manière en tout cas de rendre cette eau plus potable. Pour ça il y a plein de choses qui existent et ça aussi ça fera l'affaire d'une autre vidéo YouTube parce que je suis en train de regarder sur les différentes possibilités et en fait je ziote sur deux systèmes et en fait je pense que mon choix va se faire en fonction du fait que je vais essayer de faire une demande de partenariat. Je n'ai encore jamais osé faire de demande de partenariat avec qui que ce soit, j'ai jamais été sponsorisée ou quoi. Mais là c'est vrai que la chaîne YouTube elle commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, je suis enfin éligible à la monétisation. Bon, je vais pas vous mentir, je me fais pas des milliers et des cents, hein. Si j'ai de la chance, une vidéo qui fonctionne bien, en gros moi mon critère, une vidéo qui fonctionne bien sur YouTube, c'est une vidéo qui peut me payer une pina colada. Il s'est passé quelques jours là, j'ai accueilli à la maison Mathis et Roro, alors je sais pas si vous les connaissez mais ils ont une chaîne YouTube également. Et du coup on s'est rencontrés pour de vrai et on a passé 3 jours ensemble et c'était incroyable. Ils sont trop sympas. Je vous encourage à aller voir leur chaîne YouTube, c'est franchement leur fourgon Gigil il est incroyable, c'est un truc de ouf. Et du coup en fait ils ont été d'une très grande aide. Il s'avère qu'ils ont le même chauffe-eau que moi, le Poodman. Et c'est eux d'ailleurs dans le passé qui m'avaient vraiment, on va dire, influencé dans mon choix de prendre le 6 litres et pas le 9 litres parce que eux ils ont un 9 litres, ils sont à 2 et ils m'ont dit mais c'est largement suffisant, ils arrivent à prendre chacun leur douche et parfois ils ont même suffisamment d'eau chaude pour faire la vaisselle derrière et ils ont le 9 litres. Et moi avec mon 6 litres j'avais rien quoi, j'avais de l'eau très tiède ou chaude mais pour très peu de temps en fait, mais vraiment très peu de temps et je me disais merde il se passe quoi. Et là ils sont venus, donc je leur ai parlé de mon problème et effectivement ils ont fait plein de tests et ils se sont dit non mais il y a quelque chose qui va pas. Du coup avec Mathis on a essayé de voir, voilà, on a isolé différentes possibilités, voir si c'est l'interrupteur le problème, voir si
circuit électrique, mon porte-fusible, enfin on a isolé les différentes options. Et malheureusement il s'avère que c'est mon chauffe-eau qui a un souci, qui est défectueux. J'espère que je vais pas avoir de problème et que le service après-vente va être sympa. Normalement ils sont cool, hein. Moi j'ai eu des bons retours de la part d'autres personnes, donc j'espère que ce problème va pouvoir être résolu, qu'en gros ils vont pouvoir m'en envoyer un autre. Ok, maintenant on est l'après-midi et j'ai appris des trucs hyper intéressants. Alors la première chose que j'ai appris, c'est que j'ai démonté mon chauffe-eau pour rien. Parce qu'en fait, c'est la résistance qui est défectueuse. Ils appellent ça résistance ou thermoplongeur, dans lequel il y a d'ailleurs un thermostat intégré. Donc c'est ça qui est défectueux. Et ça, en fait, c'est ça. Et en fait, il suffit simplement de le dévisser et de l'enlever. C'est très très facile à enlever et à remettre. Donc ça sert à rien que j'enlève mon chauffe-eau, mais c'est pas grave, je vais le remettre. J'ai également appris un truc très intéressant. J'ai pas mal parlé avec d'autres personnes, dont un aménageur de van. Et il m'a dit qu'il avait eu le même problème 2 fois sur le même chauffe-eau Pullman. Et j'ai parlé à une autre meuf qui elle aussi m'a dit qu'elle avait eu le même problème. Et en gros, je suis en train de comprendre qu'on a un souci clairement avec la résistance en 12 volts sur les chauffe-eau Pullman de manière générale. Clairement, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et personne n'en parle hein, sur les Pullman et les trucs comme ça que tout le monde met. Personne ne semble avoir eu ce problème et pourtant moi j'ai déjà parlé à... Là j'ai eu genre 3-4 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu ce problème quoi. Donc visiblement ça se répète. Il y a une autre petite chose aussi que j'ai remarqué et c'est intéressant parce que Mathis m'a dit que ça faisait exactement la même chose pour lui. Je m'aperçois dans mes tuyaux que l'eau ici là à côté en fait de chaque petite vanne en laiton, à travers les tuyaux l'eau est orange. Oula, orange. Et en fait je remarque ça sur le bord de chaque petite vanne en laiton. Alors au début je pensais que c'était mes vannes le problème et qu'en fait j'avais acheté des trucs de merde, ce qui est aussi probable parce qu'honnêtement je les ai pas payés très cher. Mais j'ai lu sur internet que c'est quelque chose qui peut arriver en fait à partir du moment où l'eau qu'on a mis dans notre cuve elle est déjà assez chlorée et assez acide. Et je sais, ma mère m'en avait parlé, je lui ai redemandé, je sais que l'eau ici qu'on a dans nos... là qu'on reçoit en fait dans toute la ville, c'est une eau qui est très chlorée et très acide. Ça expliquerait pourquoi j'ai une sorte d'accumulation de... c'est de la rouille hein, je pense, qui s'accumule un peu au bord de... Alors mes vannes en laiton en elles-mêmes elles vont bien, mais je sais pas, ça crée une sorte de petit film en fait orange sur le rebord de mes tuyaux. Ce qui est embêtant, mais j'ai regardé si c'était mauvais pour la santé et ChatGPT m'a dit que non. Il a même dit que c'était peut-être pas trop mal pour la santé, tu vois, un petit peu de fer. Mais bon, à voir, on va dire à contrôler. Je sais pas trop quoi faire de cette information pour l'instant. Bon, les petits potes, on va arrêter cette vidéo parce qu'elle commence à être 3 fois trop longue. C'est un truc de dingue. Mais bon, la plomberie, c'est un sujet vaste quand même. J'espère de tout mon cœur qu'elle aura aidé certains d'entre vous, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis également de vous sentir peut-être rassuré. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écris en commentaire. Attends, il faut que je trouve un mot. Citrouille. Voilà, c'était Halloween, j'ai de la rouille dans mes tuyaux, rouille de la couleur de la citrouille, voilà. En fait, pour être honnête, je m'en fiche que tu t'abonnes ou que tu mettes un like ou je m'en fous. Mais j'avoue que les commentaires, ça me touche toujours énormément, ça me va droit au cœur. Donc pour tous ceux qui le font, je vous remercie parce que voilà, moi j'ai plus l'impression d'avoir un peu un contact avec vous et ça me met le sourire à chaque fois. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je pars pour une petite semaine de vacances en Grèce. Ça va me faire du bien. Et ensuite, la prochaine vidéo sera très certainement sur le meuble évier et les banquettes où on verra. Mais en tout cas, il se passe des choses très très chouettes de mon côté. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Mouah.